On est déjà mi-campagne. Comment ça se déroule dans Montcalm? Écoute, ça se déroule bien dans le sens où je vois plein de monde, les gens sont de bonne humeur, je suis de bonne humeur, j'ai beaucoup d'appui. Toutefois, c'est une campagne un peu atypique, parce que il y a comme un élément qui vient s'imposer dans la campagne, comme si pendant les 4 prochaines années, ce serait rien que ça qu'on va gérer à Ottawa, là, alors qu'il y a bien d'autres dossiers qui vont être gérés pendant que les négociateurs sont en train de négocier un nouvel accord de libre-échange. Mais ce que j'explique aux gens, c'est que c'est un député du Bloc québécois qui a déposé le projet de loi pour protéger, exclure la gestion de l'offre des prochains accords de libre-échange. Parce qu'il y en a 2 autres aussi à renégocier, pas juste avec Trump, là. Et d'ailleurs, Trump ne sera pas autant de négociations. Mais entre 2015 et 2019, on a renégocié l'accord de libre-échange. Ça s'appelait l'ALENA, c'est devenu l'ASEUM. OK? Et on n'a pas parlé de ça pendant tout le temps. Je veux dire, les négociateurs sont revenus pour nous dire qu'ils avaient signé une entente, parce qu'ils signent sans qu'ils reviennent devant le Parlement. Mon projet de loi fait en sorte qu'ils ne peuvent pas signer avant de revenir devant le Parlement sur la question de la gestion de l'offre. Puis quand ils s'assoient à table, la première journée qu'ils s'assoient à table, dès la première minute, si quelqu'un veut rentrer dans la gestion de l'offre, il dit « c'est exclu », comme tous les pays du monde le font. OK? Donc, ça fait 2 ans et demi qu'on a déposé ça, puis il a été retardé au Sénat pendant 1 an et demi par des sénateurs libéraux nommés par des libéraux qui avaient été les négociateurs des accords de libre-échange. Oui, puis ça, dans certains sens, ça ne changera pas bien. La tête va changer, mais le corps va rester là. Quand on connaît la position de M. Carney, ça va pas mal à l'encontre des intérêts du Québec. Faire en sorte de traîner devant la Cour suprême la loi 96, qui est tout à fait raisonnable et dont, sur le fond, les juges vont dire que c'est tout à fait raisonnable. Le fond. Si le fond est raisonnable, je vois pas pourquoi mettre la clause préventive dérogatoire, c'est-à-dire que les parlements soient au-dessus des tribunaux, là, que ça serait pas correct, dans le sens où si on la met pas, la clause, pendant que la loi est contestée, elle ne peut pas s'appliquer. On n'a pas les moyens d'attendre 5 ans, nous autres, là, du déclin du français, puis de l'accélérer dans des accords de libre-échange ou que des gens décident que c'est une entrave au commerce, la langue française au Québec, là. Donc, il y a train devant la Cour suprême. Même chose pour la loi sur la laïcité. On va discuter de d'autres choses pendant le Parlement. L'aide médicale à mourir qu'il faut arrimer. Il y a plein de dossiers qu'il faut faire en sorte qu'on puisse enfin gagner sur le projet de loi qu'on avait déposé, que j'appelle maintenant Émilie Sans Façon Dubé, parce qu'il y avait Mme Dubé aussi qui était là-dedans, pour faire en sorte que les personnes atteintes d'une maladie grave comme le cancer qui ont cotisé à l'assurance-emploi toute leur vie, puis qui sont encore au travail, puissent recevoir 50 semaines d'assurance-emploi, pas 16 comme c'était à l'époque. 16 semaines, tu es en plein traitement. As-tu besoin qu'on te crée un stress économique par-dessus le fait que tu combats un cancer? C'est le Bloc qui a fait ça, tu sais. Puis on était les premiers à faire ça. D'ailleurs, M. Sans Façon est devenu un candidat du Bloc en 2021, tellement qu'il était content du travail qu'on avait fait sur ce dossier-là, tu sais. Alors, quand les gens se disent ouais, « qu'est-ce que ça fait un député du Bloc à Ottawa? » Bien, c'est ça que j'explique pendant ma campagne, tu sais. Même chose pour... on a été les premiers à déposer un projet de loi pour que quand une compagnie fait faillite, la caisse de retraite des employés soit protégée, devienne le premier créancier en cas de faillite. Ils étaient les derniers à être payés s'il restait de l'argent. Les gens perdaient leur retraite. C'est fou, là. C'est complètement fou. On a été les premiers. Et là, j'aimerais ça que M. Carney, là, qui dit qu'il connaît ça comment faire de l'argent de façon légale, parce que les paradis fiscaux chrétiens avaient décrété que c'était légal. On a été les premiers en 2015 à déposer un projet de loi qui est devenu une motion en disant « Vous n'avez jamais eu l'occasion, les députés fédéraux, de vous prononcer sur les paradis fiscaux.
On vous en donne l'occasion maintenant. Est-ce que vous considérez qu'il est normal que des compagnies, des grandes banques canadiennes aient des paradis fiscaux alors qu'ils font des profits, des milliards de profits, sans payer leur juste part dans l'économie canadienne et québécoise? Et ils ont répondu, on trouve ça correct. Et c'est ça la réponse de Carney dernièrement. Les aînés attendaient 3 milliards d'investissements structurants pour les 65-74 ans. Hein? C'est pas tout le monde qui a des fonds de pension là, blindés. La majorité des aînés, surtout les femmes, vivent sous le seuil de pauvreté. Stress économique égale maladie. Plus on vieillit, plus on est fragile. Pourquoi ne pas leur donner un petit surplus, une stabilité? Plus tu es heureux, plus tu es en santé. Tu es en santé. Exact. Donc, c'est un investissement. Puis, de ce 3 milliards-là, dans le fond, on peut parler peut-être de beaucoup moins que ça parce que ceux qui en ont de l'argent parmi cette catégorie d'âge-là, bien, leur redonner à l'impôt. C'est pas mal mieux que 2 mois, 6 milliards pour enlever la TPS à un sac de chips ou donner des chèques de 250 $ à tout le monde pour faire des parties de Noël, sauf aux aînés. T'sais. Ça aussi, ça va être un enjeu. Là, M. Carney, il est déconnecté pas mal. Il dit, moi, je vais temporairement leur donner un petit break temporaire, mais je vais lui faire faire de l'argent avec le placement. Non, mais c'est parce qu'il faudrait que le monde soit capable d'en avoir des placements, tu sais. Ça, c'est d'être déconnecté. Donc, tu me dis, M. Carney, on le connaît pas, bien sûr, ben, qu'on le connaisse, qu'on le connaisse pas, mais on n'a pas beaucoup l'occasion de le connaître davantage. Il a dit non à Québec, là, dernièrement. Il est en avance, là. Il forme un gouvernement majoritaire. Là, c'est le Québec qui va décider, là, tu sais. Il est-tu majoritaire ou il est minoritaire, puis on a la balance du pouvoir, nous autres. Bon, est-ce que les gens font aveuglément confiance à Mark Carney, qui vient de dire non à François Legault? François Legault qui dit on est une nation, on devrait avoir notre mot à dire pour suggérer des juges dans les cours fédérales supérieures. Il a répondu non. Carré, non. C'est la poursuite du non perpétuel. La journée qu'il se retrouve comme c'est prévu actuellement dans les sondages avec 30 députés de plus. En prend 172, il y en a au-delà de 197 actuellement là, pour être majoritaire. Penses-tu que si on avait été, nous, à 46 députés, là, il aurait dit non en pleine période électorale? Donc, le Bloc fait contrepoids dans les intérêts du Québec. On est les seuls à le faire. On porte les consensus de l'Assemblée nationale du Québec, tu sais. Et je pourrais continuer dans d'autres dossiers. On a juste à se rappeler, il n'y a pas si longtemps, là, où le Bloc n'était pas là. Même il y a eu une petite intermède là, où le Bloc était moins fort qu'avant. On entendait peu ou pas parler de ce qui se passait à Ottawa. On ne connaît pas sa position sur les demandes anticipées pour l'aide médicale à mourir. Hein? On ne connaît pas sa position sur la laïcité. Oui, on la connaît, il veut contester la loi 21 en Cour suprême. Non, mais la Révolution tranquille. Y a-t-il quelqu'un qui veut revenir en arrière dans les années 50? À la Révolution tranquille, la loi 21 est un héritage de la Révolution tranquille. On a fait la Révolution tranquille, puis on a décidé que les institutions de l'État, l'espace public, devaient être laïque. Donc, progressivement, les frères, les sœurs sont sortis des hôpitaux, des écoles, etc. L'héritage de la Révolution tranquille, c'est la séparation de l'État et de la religion. Partout dans le monde où le projet politique est associé à un projet religieux, ça va pas mal. Au Québec, de façon préventive, on dit, regardez, il faut séparer ça. Ça veut dire que tous les payeurs d'impôts, quelle que soit la religion qu'ils pratiquent chez eux, dans leur église, dans leur mosquée, etc., vont avoir une institution dans laquelle il n'y aura pas de préférence d'une religion par rapport à l'autre. Il n'y en aura pas, c'est neutre. Si tu veux
avoir une école confessionnelle, quelle que soit la religion, là, ben, paye-toi là, puis respecte le programme du ministère. Point, c'est tout. On ne l'empêche pas. Paye-toi là. Pourquoi contester la laïcité devant la Cour suprême? C'est, à mon avis, des intérêts électoraux qu'ils ont. Il faut aller voir comment est composée la clientèle électorale du Parti libéral en Ontario, par exemple. T'sais. Donc, il faut faire attention. Mais ça, on va en discuter. C'est des batailles qu'il faut mener. Là. La langue là, notre langue à nous, là, contestée en Cour suprême par Carney, qui va devenir majoritaire avec une majorité, à l'heure où on se parle, de députés du Québec. Ils vont dire oui, monsieur, non, monsieur. La laïcité, même chose, contestée par Carney jusqu'en Cour suprême, avec une majorité de députés libéraux du Québec. Ils vont dire oui, monsieur, non, monsieur. Je vais te donner un autre exemple qui est plus local. Entre 2015 et 2019, les libéraux avaient 44 députés, on était juste 10. Il y avait 44 députés libéraux, il y avait 5 ministres québécois dans le gouvernement libéral. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Roch-de-l'Achigan? Ils ont décrété, Marc Garneau, ministre des Transports, a décrété. Il a signé, avant même de consulter le monde, qu'il allait avoir un aérodrome dans des terres agricoles. OK? Qui c'est qui s'est levé puis qui a exercé un leadership puis pour qu'il y ait une mobilisation locale et régionale? C'est Bibi, c'est Luc Thériault, député du Bloc québécois. Penses-tu que si, on sait qu'ils suivent la ligne de parti, penses-tu que si ça avait été un député libéral ici dans le comté, il aurait pu dire à Marc Garneau, « Hey, toi là, tu vas renverser ta signature puis tu vas me changer ça? » Poser la question, c'est y répondre. À quoi ça sert un député du Bloc au Québec? C'est à prendre soin de son monde. Et il faut faire attention quand il y a des gouvernements majoritaires. Le Bloc québécois actuellement, dans cette campagne-là, pourrait décider, et ça a toujours été, 2019-2021, est-ce que le gouvernement qui est devant nous est un gouvernement minoritaire ou majoritaire? Et là, il y a des gens qui disent « Ah, il faut qu'il soit majoritaire parce que Trump est menaçant. » Un instant. La question de l'urne ici, là, c'est la suivante. Qui seront les meilleurs alliés contre la menace extérieure, tout en ne sacrifiant pas les intérêts des Québécoises et des Québécois? C'est ça la question de l'urne au Québec. Ça a toujours été ça la question de l'urne au Québec. Et, tu sais, je me voyais sur des photos de 2015, là. Je trouve que le bonhomme a pris un coup de vieux. Je suis à ma 4e élection en 9 ans. D'habitude, 4 mandats, tu fais 16 ans avec ça. C'est dur sur le patient, comme on dit, sauf que c'est bon pour le monde. Et pourquoi c'est dur sur le patient? Parce que constamment, il faut négocier. Et moi, je pense que dans un Parlement, ça devrait être ça. Sinon, tu as un pouvoir absolu. Pouvoir absolu. Un coup que le monde a dit « Ah, je suis pas d'accord », tu n'es même pas obligé de bonifier le projet de loi. Il passe tel quel, bonjour, la visite. C'est ça, réellement, que voudraient les Québécois dans un contexte aussi incertain. Et oui, il faut faire front commun dans ce qu'on peut faire front commun. Mais oui, il faut faire sortir notre différence parce que l'économie du Québec est assez différente. Tu sais, est-ce qu'on va continuer à donner des crédits d'impôt de milliards, des dizaines de milliards à l'industrie pétrolière qui fait 222 milliards, les 5 grands, en 2022. Il faisait 222 milliards, pas de chiffre d'affaires, de profit. Tu sais, à un moment donné, on peut-tu prendre un peu d'argent dans ces subventions-là ou dans ces crédits-là pour favoriser le développement des économies vertes du Québec, par exemple? Puis aider à la diversité. Plus tu vas te diversifier économiquement, bien, plus tu vas avancer. Puis nous autres, les 9 milliards qu'on donne à l'industrie pétrolière de l'Alberta, puis ça, on serait prête à continuer à le donner dans la mesure où ça sert à la transition énergétique. On ne veut pas que le monde perde le job en Alberta et en Saskatchewan. On veut juste qu'ils commencent une transition. Bon, ça, c'est là-dessus. Faut pas répéter les erreurs du passé, là.
Le Québec est important, il y a une économie qui est différente, puis il faut pouvoir garder nos atouts. Je vais te donner un exemple. On dit qu'il serait important que parmi les négociateurs, il y en ait du Québec. Ça s'est déjà fait une fois pour le bois d'œuvre, tu sais, parce qu'il y a tellement de régimes de bois d'œuvre, tu sais, il y a 10-13 régimes différents au Canada, fait que les négociateurs fédéraux ne sont pas capables de tout absorber ça. Fait qu'ils vont chercher des experts, mais dans les autres domaines, non. Alors on dit, hey, on est-tu une nation fondatrice ou pas? On a-tu des différences ou pas? On a-tu des enjeux différents sur une table de négo? Oui. Tout le monde convient de ça. On peut-tu avoir de notre monde, tu sais, à la table de négociation? La réponse, c'est non. J'entendais Champagne l'autre jour, tu sais. Ah, il parle, tu sais. J'entendais Champagne dire, oh non, on est là, nous sommes. Non, t'es pas à table, toi. Arrête ça, t'es pas là. Tu sais que t'es pas là, tu sais. T'es même pas là que t'es même pas au courant de l'entendre. Ils vont signer, puis ils vont te le redonner, tu sais. Je veux dire, à moins que tu sois dans le bobette, là. Il n'est pas à table de négociation. Ça se passe aux tables de négociation. T'sais? Alors, il y a des enjeux. Moi, j'aimerais ça, pouvoir régler les autres choses puis faire valoir la voix du Québec pendant ces 4 années-là, autrement que juste en étant obsédé par un accord de libre-échange. Probablement qu'on va avoir à en négocier 2 autres, là. Pas possible. Ben oui, parce qu'ils sont révisés, les accords de libre-échange. Alors, on a celui avec l'Europe, on a celui avec l'Asie, transpacifique. De toute façon, que le gouvernement du Québec a toutes ses demandes face au gouvernement fédéral, ça a été des réponses non. Puis le Bloc a réussi à pousser quand même certaines de ces idées-là, entre autres pour la laïcité puis pour le français. Fait que si on élimine le Bloc, il y a un problème, là. Depuis 2015 à aujourd'hui, en 2015-2019, nous étions 10. On avait une question à la période de questions et le seul moment où on entendait parler du Québec, c'est quand on posait notre question. Et ce qui était assez drôle, c'est que malgré le grabuge qu'on entend habituellement puis, en période de questions, pendant la période de questions à Ottawa, au moment où on se levait, là, oups, c'était le silence parce qu'il était bien curieux. Il y avait une curiosité envers le Québec. Imagine-toi. En 2019, on est arrivé 32. Ah, je peux te dire que ça a changé la dynamique en tabarouette. D'abord, on avait le droit d'être sur les comités, d'avoir un droit de parole, etc. Tout se négocie. Et il y avait un gouvernement minoritaire. Bon, en 2021, c'était la même chose. Malheureusement, le gouvernement minoritaire a fait une entente dès le départ à long terme avec le NPD qui a vendu son âme. Regarde ce qui leur arrive présentement, sont en très mauvaise posture. Au lieu de négocier à la carte, ce qui fait que le NPD a sauvegardé le gouvernement constamment dans des moments où il aurait dû négocier à la carte. Mais le respect et la capacité de faire entendre la voix du Québec, on est les seuls qui se levons à la Chambre des communes pour déposer les motions unanimes de l'Assemblée nationale. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Le Québec à Ottawa parle d'une seule voix quand on fait ça. Les libéraux, par le passé, nous ont souvent nargués en disant « Quand vous vous levez pour déposer une motion, même unanime de l'Assemblée nationale, nous autres, on a plus de députés que vous autres, fait que vous parlez pour qui au juste? » Tu sais? L'arrogance. Penses-tu que l'arrogance d'un gouvernement libéral majoritaire va s'estomper avec le temps? Moi, ce qui me dérange, c'est la ligne de parti. J'ai vécu ça, là. Alors, 46 députés ou 44 députés, là, du Parti libéral qui vont dire « Oui, monsieur, non, monsieur, on tourne à gauche, on tourne à gauche, on tourne à droite, on tourne à droite. » Qui vont venir me voir et vont dire « Continue, mon Luc, continue, moi, je peux pas parler, mais toi, continue, lève-toi, tu sais. » C'est ça. La campagne n'est pas finie. J'ai des collègues qui sont un peu dans le trouble, je pense. Je fais appel à
l'amour qu'ont les Québécois pour leur nation. Je fais appel à l'amour qu'ont les Québécois pour leurs enfants, leurs aînés, leurs parents, les grands-parents. Il y a des enjeux cruciaux qu'on va avoir à traiter dans les 4 prochaines années. Et j'ai une conviction profonde qui est liée à toute l'action que j'ai faite pendant les dernières années. Ils ont besoin de nous à Ottawa parce qu'on est là pour eux, strictement pour eux. Parce que quand on se lève, on ne fait pas de compromis sur leur dos pour préserver des votes dans l'Ouest, en Ontario ou bien les Maritimes.